Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. La CBN, la Banque centrale nigériane, avait publié, début février, un document dans lequel elle rappelait aux institutions financières qu'il est interdit de négocier des crypto-monnaies ou de faciliter les paiements par ces échanges. Mais l'institution vient de publier une nouvelle clarification. Selon un média local, le gouverneur de la CBN a expliqué qu'il cherchait à protéger le secteur bancaire des activités de crypto-monnaies, mais pas à les interdire entièrement. Il précise que la Banque centrale n'a pas placé de restrictions en termes d'utilisation des monnaies virtuelles et que l'institution ne souhaite pas interdire aux personnes de les échanger. Le gouverneur de la Banque centrale avait déjà montré son hostilité aux monnaies virtuelles, les qualifiant de monnaies non légitimes. Il faut dire que l'attrait pour le Bitcoin est conséquent dans le pays, au point qu'un Bitcoin atteint des prix bien plus élevés que dans d'autres régions économiques. Pour rappel, le Nigeria est présenté comme le 3e pays utilisateur de crypto-monnaies après les États-Unis et la Russie. Le Botswana devrait enregistrer une croissance de 8,3% en 2021. C'est ce qu'a annoncé le Fonds monétaire international FMI dans un rapport publié le 9 avril. Selon l'institution, cette croissance sera portée par le secteur minier, dont l'activité, qui avait été freinée l'année dernière par la COVID-19, devrait rebondir cette année. Elle devait être accompagnée par l'assouplissement des restrictions à la mobilité et la récente augmentation des salaires publics. L'année dernière, la pandémie de coronavirus avait exacerbé les défis structurels auxquels faisait face le pays. Selon le Fonds monétaire international, si des mesures d'endiguement strictes ont permis de limiter la propagation du virus et de sauver des vies, la forte dépendance économique à l'égard des diamants et des activités à forte intensité de contact a entraîné une forte contraction du PIB, l'une des plus importantes d'Afrique subsaharienne. Ainsi, l'économie nationale a reculé d'environ 8,3% l'année dernière selon l'institution, alors que le déficit de la balance courante s'est creusé et les réserves de change ont encore diminué. Cependant, le gouvernement a déployé un plan d'aide économique qui a non seulement permis de sauver les moyens de subsistance de la population, mais également de maintenir à flot les entreprises qui faisaient face à des crises de liquidité. Le projet opéré par Total ECNOC prévoit l'exploitation de gisements découverts en 2006 en Ouganda et l'acheminement du pétrole par ce oléoduc d'un coût estimé à 3,5 milliards de dollars. La découverte en 2006 de ces réserves avait à l'époque suscité l'espoir au sein des autorités ougandaises de voir leur pays se transformer en Eldorado pétrolier. Mais les projets d'exploitation du brut et de construction de l'oléoduc, intimement liés, se sont enferrés dans des disputes commerciales et fiscales entre les parties. Les accords signés le 11 avril doivent permettre de débloquer la construction de l'oléoduc. Le projet du groupe français Total pour l'Ouganda va nécessiter un investissement de 10 milliards USD qui seront consacrés au développement des champs de pétrole et à la construction d'un pipeline d'exportation de 900 miles d'un montant de 350 milliards USD. Ceci pour exploiter environ 1,4 milliard de barils de brut de la frontière ouest de l'Ouganda avec la République démocratique du Congo. La part de l'entreprise française dans l'investissement dans les champs pétrolifères et le pipeline est estimée à 5,1 milliards USD selon le programme. Les ententes signées concernent également un accord conjoint Ouganda-Tanzanie pour la construction du projet de pipeline de 230 000 barils par jour
ainsi qu'un autre accord plafonnant les frais de transit des oléoducs à 12,7 $ le baril. Total détiendra la participation majeure dans le gazoduc chauffé à 72%. L'Ouganda en détiendra 15%, la Tanzanie 5% et 8% pour la société chinoise. Des laitues cultivées hors sol selon la technique de l'hydroponie, une innovation en Libye où l'agriculture conventionnelle peine à répondre à la demande. Des couteaux de cuisine, des gobelets en plastique perforés faisant office de pots achetés dans des magasins de bricolage, le matériel est quelque peu rudimentaire au Paradis Vert, nom donné au projet lancé il y a quelques mois par 2 jeunes entrepreneurs libyens. Mais cela n'empêche en rien des laitues de pousser, leurs longues racines blanches se nourrissant d'une eau gorgée de nutriments et d'oxygène. L'hydroponie est un système de culture sur substrat neutre et inerte de type sable ou encore billes d'argile. Ce substrat est régulièrement irrigué par une solution qui apporte des sels minéraux et des nutriments essentiels aux plantes. L'ambition de Paradis Vert est de généraliser cette technique qui, selon ses concepteurs, garantit un bon rendement sur de petites superficies avec des cultures sans pesticides et une faible consommation d'eau. De plus en plus répandue, la culture hors sol n'est qu'à ses débuts en Libye. Mais pour un pays au climat désertique et aride, sur plus de 90% de sa superficie, les initiateurs de Paradis Vert veulent croire que l'idée pourrait rapprocher de l'autosuffisance alimentaire. L'agriculture reste marginale en Libye, où l'économie est dominée par le poids des hydrocarbures, le pays disposant des plus abondantes réserves de pétrole d'Afrique. Les terres cultivables représentent à peine 3% de la superficie du pays. Les autorités chinoises ont infligé au groupe de commerce en ligne Alibaba une amende géante de 18,2 milliards de yuan, soit 2,78 milliards de dollars, pour abus de position dominante. D'après les médias d'État en Chine, le montant de la sanction a été déterminé après que les régulateurs ont décidé d'infliger à Alibaba une amende correspondante à 4% de son chiffre d'affaires de 2019, soit 455,7 milliards de yuan. Alibaba et d'autres grandes entreprises de technologie chinoises font face à des pressions dans un contexte d'inquiétude croissante quant à leur influence en Chine, où les consommateurs utilisent ces plateformes de premier plan pour communiquer, faire des achats, payer des factures et toute une série d'autres tâches quotidiennes. Alibaba en particulier fait l'objet d'un examen minutieux depuis octobre dernier. Son cofondateur Jack Ma avait alors accusé les régulateurs chinois d'être en retard sur les temps pour avoir exprimé leur inquiétude quant à l'expansion de la branche financière d'Alibaba Ant Group dans les domaines des prêts, de la gestion de patrimoine et de l'assurance. Nous acceptons sincèrement cette sanction et nous nous y conformerons fermement, a brièvement réagi Alibaba dans une déclaration en ligne. Le groupe s'est également engagé à mettre ses activités en conformité avec la réglementation et à mieux assumer ses responsabilités sociales. Pendant la crise sanitaire, certaines entreprises, comme les géants de la technologie, ont largement pu tirer leur épingle du jeu. Elles ont augmenté leurs bénéfices alors que le monde basculait dans le tout numérique en raison des mesures de confinement. Les cours des actions, en particulier parmi les entreprises de haute technologie, ont bondi tout au long de la pandémie, accélérant ces dernières semaines pour établir de nouveaux records successifs alors que l'économie mondiale montre des signes de forte reprise après la récession. Pour ce faire, le FMI recommande, comme il l'avait fait en octobre, la mise en place d'une fiscalité provisoire sur les revenus les plus élevés pour aider les gouvernements à répondre à ces besoins de financement. La secrétaire américaine au Trésor a mis en exergue cette initiative cette semaine. Une taxe provisoire pour se remettre de la Covid qui passerait par une surtaxe des entreprises
aurait du sens en particulier pour les entreprises ayant fait davantage de bénéfices pendant la crise. D'après les analystes, plus de 1 000 milliards de dollars de recettes fiscales supplémentaires pourraient être générés d'ici 2025 à l'échelle mondiale si tous les pays parvenaient à maîtriser la pandémie plus tôt que prévu. Le Brésil, premier producteur mondial de soja et troisième producteur mondial de maïs, a connu un démarrage lent en raison de la sécheresse qui a sévi dans les États clés de la ceinture céréalière, mais enregistre une récolte exceptionnelle grâce à des conditions climatiques optimales depuis. La récolte de céréales au Brésil se poursuit à un rythme record avec une croissance de 16,8 millions de tonnes, soit plus de 6,5% par rapport à la dernière récolte, d'après la Compagnie nationale d'approvisionnement agricole dans sa dernière mise à jour. Pour la récolte 2021, les céréaliers brésiliens ont étendu leur surface totale de culture de 3,9%, soit 68,5 millions d'hectares supplémentaires. Avec 135,5 millions de tonnes, la récolte de soja devrait atteindre un niveau record supérieur de plus de 8,6% à l'année dernière, qui était déjà record. Le maïs est également en passe de battre un record avec une récolte prévue de 109 millions de tonnes en hausse de 6,2%. Une grande partie de la récolte brésilienne de cette légumineuse sera destinée à la Chine, qui en consomme abondamment pour nourrir ses porcs. Et les prix sont également très élevés, bien au-dessus des années précédentes. Notons que les prix des matières premières alimentaires ont atteint des niveaux records sur les marchés mondiaux après avoir chuté en raison de la pandémie de coronavirus l'année dernière, dopé par l'appétit de la Chine qui a vu son économie redémarrer à un rythme soutenu.